Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. Suite à la présidentielle et aux législatives, vous dénoncez une fraude massive, mais l'écart de voix entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi est considérable, plus de 50 points. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes de mauvais perdants? Non, nous leur répondons simplement que nous venons de vivre le plus grand braquage électoral de l'histoire du pays ou même des États modernes. Ça veut dire que personne ne peut dire aujourd'hui, à la date du 20 décembre, combien de bureaux de vote ont été ouverts, combien de machines à voter ont été opérationnelles, combien de bulletins de vote ont été remis à chacun de ces bureaux. Nous ne savons rien de ces élections, si ce n'est qu'elles ont continué pendant 7 jours et 7 nuits en dehors de tout contrôle. Et on peut même dire que le soir du 20 décembre, après les 11 heures de vote, Moïse Katumbi était en tête de ces élections. Les machines à voter ont commencé à ronronner à partir du 20 décembre au soir pendant 7 jours et 7 nuits sans aucun contrôle. Mais concrètement, cette année, les résultats ont été publiés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que ce n'était pas une avancée qui a limité l'ampleur de la fraude? On ne peut pas parler de résultats dès lors que nous avions exigé à plusieurs reprises que le vote reste un vote semi-électronique. Nous n'avons pas eu de résultats issus de la compilation, donc du calcul des bulletins de vote. Il n'y a pas eu de procès-verbaux. Aucun candidat ne dispose de procès-verbaux signés. Tout cela s'est fait en violation flagrante des textes électoraux. À la différence des précédentes élections d'il y a 5 ans, les résultats de la CENI, la commission électorale, ont convergé avec ceux de l'Église catholique et des églises protestantes. Est-ce que cela ne fragilise pas quand même votre discours sur la fraude massive? L'Église catholique et l'Église protestante ont dit que le soir du 20, un candidat était en tête. Elles n'ont jamais confirmé qui était ce candidat. Nous considérons que nous étions en tête le 20 décembre au soir et que la fraude s'est manifestement répandue à travers tout le pays à partir du moment où, comment pouvez-vous imaginer qu'une élection d'un seul jour de 11 heures est tenue pendant 7 jours et 7 nuits sans aucun contrôle? Il y a 5 ans, l'Église catholique avait déclaré « Les résultats annoncés ne sont pas conformes à la vérité des urnes ». Cette année, l'Église catholique n'a pas dit ça. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Personne ne peut dire quels sont les résultats aujourd'hui. Personne ne peut dire combien de bureaux de vote ont ouvert. Personne ne peut dire combien de machines à voter ont été distribuées. Nous avons aujourd'hui des centaines et centaines de vidéos distribuées dans les réseaux sociaux où on voit ces machines à voter être détruites par une population en colère. On voit aujourd'hui des candidats de l'Union sacrée, donc de la majorité présidentielle, en train de se disputer les miettes de leur énorme gâteau. Et donc, on voit les loups se manger entre eux. Tout cela montre l'injustice, la fraude, l'exclusion. Tout cela est même dénoncé par les acteurs de la majorité parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes se répartir les voix des scores qu'ils auraient obtenus, parce qu'ils ne les ont pas obtenus par le peuple congolais. Ils ne sont redevables qu'à celui qui leur a distribué des machines à voter, qui est effectivement M. Kadima et sa CENI. Ils en étaient les gardiens et les propriétaires. Comment aujourd'hui ces milliers de machines se sont retrouvées entre les mains d'une seule famille politique, la famille politique présidentielle? Mais sur le fond, Olivier Kamitatou, est-ce que le candidat Tshisekedi n'a pas réussi tout de même à prendre des voix sur le thème « Je suis congolais de père et de mère », sous-entendu mon principal adversaire, Moïse Katumbi, ne l'est pas? Effectivement, une partie de la campagne électorale de Félix Tshisekedi, soutenue par son allié Jean-Pierre Bemba, s'est faite sur un fond totalement scandaleux de racisme, d'exclusion, de xénophobie, aux antipodes de ce que nous avons voulu construire à partir du dialogue intercongolais qui était le vivre ensemble. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ce vivre ensemble a totalement été piétiné, déchiré. Vous voyez des institutions qui sont l'apanage aujourd'hui d'une seule communauté kassaïenne qui, en surnombre, occupe toutes les institutions et demain occupera probablement l'Assemblée nationale, la représentation nationale, qui n'a plus rien de national, qui devient pratiquement le porte-voix d'une seule communauté. Dans son discours anti-rwandais, Félix Tshisekedi n'a pas hésité à comparer Paul Kagame à Adolf Hitler. Est-ce que finalement, vous ne regrettez pas d'avoir été trop modéré vis-à-vis du régime rwandais? Nous n'avons pas été du tout modérés vis-à-vis du régime rwandais. La modération est venue de Félix Tshisekedi, qui a considéré le Rwanda comme étant des amis, des frères, qui a invité à plusieurs reprises le président Kagame. Ses ministres se sont affichés sur des photographies avec le président. Oui, mais ça, c'était il y a 3 ans, 4 ans, c'est vieux. Je pense qu'il faut une certaine constance
constance en politique. S'il y a un homme qui a une constance, une cohérence, c'est Moïse Katumbi. Le Rwanda est un pays voisin. Nous préservons, nous, les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous ne transigerons jamais avec qui que ce soit sur la République démocratique du Congo, sur ses frontières, sur ses richesses. Cette constance de Moïse Katumbi, c'est son ADN et il reste un homme constant, pas un homme velléitaire comme l'a été M. Félix Tshisekedi au cours de son premier mandat. Alors vous avez cité Jean-Pierre Bemba. Est-ce que les renforts électoraux de poids lourds comme Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba n'ont pas donné à Félix Tshisekedi un certain nombre de voix supplémentaires qui vous ont manqué à vous? Aujourd'hui, on voit que dans ce partage du gâteau, même Jean-Pierre Bemba se retrouve à la portion congrue avec une petite poignée de députés. Donc cela, nous avons voulu défendre des valeurs et nous continuerons à les défendre de manière tout à fait pacifique. Parmi ces valeurs, ne jamais accepter la tricherie et ne pas ridiculiser le peuple congolais qui a droit à de bonnes élections. Si les amis de Félix Tshisekedi se sont contentés d'élections au rabais par des machines à voter distribuées gracieusement par la Commission électorale nationale indépendante, nous ne garderons pas silence, mais nous resterons attachés à ces valeurs sur lesquelles nous voulons fonder l'avenir du pays. Oui, mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas réussi à rallier sur son nom un certain nombre d'autres poids lourds de la politique congolaise, alors que vous, vous avez fait cavalier seul, vous avez eu certes 3 renforts, notamment Matata Ponyo, mais vous n'avez pas eu Martin Fayoulou dans votre camp, par exemple. On n'a pas eu Martin Fayoulou, certes, mais nous avons eu Matata Ponyo, nous avons eu Deli Sesanga, nous avons eu Seth Kikouni, nous avons eu Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba et bien d'autres. Et ce ne sont pas de petits leaders. Chacun d'eux incarne une vision et nous nous rapprochons de cette vision parce que nous partageons tous ensemble cette volonté de construire un Congo où le vivre ensemble reste la première des valeurs. L'identité congolaise n'est pas négociable pour une communauté contre les autres. Moïse Katumbi a fait une bonne campagne, mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait aussi une bonne campagne? Félix Tshisekedi a fait une campagne sur un fond de racisme, sur un fond de xénophobie. Peut-être n'avons-nous pas mesuré l'impact de cette campagne de populisme. Il n'a jamais parlé de son bilan. Et son seul projet aujourd'hui, c'est de changer la Constitution pour rester au pouvoir et imposer une dictature, un nouveau roi soleil à la République démocratique du Congo. C'est cela, effectivement, qui a pu séduire une partie peut-être de l'électorat, mais jamais aujourd'hui on a parlé des vrais problèmes du Congo. Tshisekedi ne les a pas évoqués. Il est resté cantonné dans son populisme le plus étriqué. Pour l'instant, la Constitution limite à 2 le nombre de mandats d'un président. Pensez-vous que Félix Tshisekedi a en tête de modifier la Constitution? En tout cas, c'est ce qui se dit. Un quintet de constitutionnalistes aux ordres est en train de travailler. C'est son seul projet, se maintenir au pouvoir par un parlement godillot. C'est l'abolition du débat parlementaire. C'est une espèce d'épuration politique. C'est la tribalisation des institutions. C'est mettre l'opposition à l'encan avec 5% d'un parlement dont la plupart des députés ont un profil tout à fait douteux. C'est asphyxier le modèle démocratique. C'est rester au pouvoir pour le pouvoir. Je mets au défi Félix Tshisekedi dans un an qu'il ait résolu la crise sécuritaire. Donc la situation de Félix Tshisekedi n'est pas du tout confortable. À la suite de l'annonce des résultats de la présidentielle, Moïse Katumbi a appelé un sursaut citoyen via des actions pacifiques et démocratiques. De quoi s'agit-il? Bien, le sursaut citoyen, d'abord Moïse Katumbi, est profondément attaché à une lutte pacifique. Et il se joint à cette contestation générale parce que finalement, ce qui compte pour la population, c'est résister à un pouvoir qui ne dispose d'aucune légitimité si ce n'est celle qui lui a été donnée par les machines à voter. Donc aujourd'hui, Moïse Katumbi ne peut pas voyager. Il vit dans une prison à ciel ouvert. Son avion est bloqué, lui-même ne peut pas se rendre là où il devait se rendre tout à fait récemment. Et donc son silence, s'il y a silence, ne doit pas être interprété comme un abandon, comme un acquiescement à la tricherie. Au contraire, nous avons aujourd'hui Salomon Kalonda qui est dans une prison militaire, un homme politique. Nous avons Mike Mukebe qui est dans une prison de Makala. Nous avons un assassinat dont nous n'avons toujours pas élucidé qui étaient les auteurs, celui de Chérubin Okende. Pendant la campagne électorale, Maître Dido Kakisingi a été tué sous les yeux de Moïse Katumbi en pleine campagne électorale. Ça, on ne peut pas l'oublier. Demain, pourrons-nous oublier le suicide, entre guillemets, de Monsieur Delvaux, l'informaticien des observateurs de l'Union européenne? Tous ces faits nous montrent que nous sommes entrés dans un processus qui est tout sauf transparent
C'est un processus qui est effectivement le fruit d'une énorme fraude électorale au vu et au su du monde entier. Le 27 décembre, la manifestation organisée par l'opposition à Kinshasa a tourné court parce qu'il n'y avait pas foule. Est-ce que vous n'allez pas avoir du mal à mobiliser? La mobilisation se fait, les acteurs de l'opposition se parlent. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que seule une dictature peut gérer des soumis. Nous ne sommes pas des soumis, nous sommes des insoumis. Nous ne laisserons pas faire. Nous rejetons les résultats de ces élections. Moïse Katumbi et tous les autres, ils vont continuer à porter une espérance contre le populisme, contre le racisme, pour le vivre ensemble. Si nous disons que le pouvoir aujourd'hui pavoise, chante, claironne, ces gens ont pris le Titanic. D'autres ont embarqué dans l'Arche de Noé et nous sommes ceux-là. Pour la présidentielle, vous n'avez pas formé de recours devant la Cour constitutionnelle, mais pour les législatives, où pour l'instant vous avez remporté quelques 18 sièges, est-ce que vous n'avez pas intérêt, Olivier Kamitatou, à former des recours si cela permet à plusieurs de vos candidats d'être repêchés? Nous n'avons pas foi dans une justice qui est aux ordres. Il n'y a pas eu de procès-verbaux. Il appartiendra maintenant à chacun des candidats qui se sentent lésés, qui disposeraient de leurs preuves. Le parti ensemble discutera et nous verrons s'il faut ou non, parce que ce sont les voix du peuple congolais qu'il faut défendre. On ne peut pas, comme je l'ai dit, rester toujours soumis face à la tricherie. Si les preuves sont là, eh bien pourquoi pas. La question reste ouverte, elle n'a pas encore été tranchée. Donc pas de boycott à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de boycott à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre la voix du peuple et dans le schéma institutionnel, mais également en dehors des institutions, dans la rue, dans les marches pacifiques, par toutes les actions qui nous permettront de recouvrer notre liberté. Vous n'êtes pas pour la politique de la chaise vide? La politique de la chaise vide n'a jamais rien rapporté à personne. Moïse Katumbi, c'est un homme de constance républicaine, mais Moïse Katumbi n'accepte pas la tricherie et il ne sera jamais le dindon de la farce. Certains ambassadeurs en poste à Kinshasa évoquent l'hypothèse de la création d'un statut de chef de l'opposition dans votre pays, qui évidemment reviendrait à Moïse Katumbi. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, la première chose qu'on a à leur dire, c'est que le pouvoir est le fruit d'une fraude électorale sans nom. Et jamais, jamais ces diplomates ne féliciteraient un individu issu d'un tel scrutin si ce n'était en République démocratique du Congo et en Afrique. Jamais ils ne le feraient. Aujourd'hui, ces diplomates adoptent le même cynisme que les Chinois ou les Russes au nom de la non-ingérence ou de l'absence de réaction des Congolais. En sous-entendu, peu importe la fraude, la corruption, peu importe le muselage des citoyens, leur misère, peu importe les crimes économiques commis, ils font l'aumône du développement en échange de nos mines, de nos forêts, de notre pétrole, comme si nous étions condamnés à rester en esclavage. Donc nous disons, l'histoire est faite d'un cycle, ce cycle-là doit terminer et nous n'avons de leçons à recevoir de personne et de propositions certainement pas à ceux qui ont choisi le camp de leurs intérêts, le camp de la dictature et de l'oppression, au détriment du camp du peuple et de la population congolaise. Olivier Kamitatou.